Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro, Les métiers de demain. Les métiers de demain s'adressent à vous, les jeunes, et aussi peut-être les moins jeunes qui vous interrogez sur votre avenir professionnel. Comment vous orienter, vous réorienter? Quelles études choisir pour faire quoi? Les nouvelles technologies bouleversent notre quotidien. Certains métiers vont changer radicalement, peut-être, ce qui rend les choix encore plus difficiles. Alors, comment se projeter dans le futur? Comment anticiper? C'est tout l'enjeu, justement, de l'émission Les métiers de demain. Notre but, c'est de vous aider à y voir plus clair, de vous guider dans vos choix. Pour cela, chaque mois, nous invitons une école, des étudiants, des professionnels, afin de vous faire découvrir de nouveaux métiers, des métiers en mutation. Et on a choisi pour cette deuxième émission de vous parler des métiers autour de la cybersécurité. Tout simplement parce que nous sommes de plus en plus connectés, que la cybersécurité prend une place centrale et les métiers autour de la cybersécurité sont nombreux mais aussi très variés. On va justement parler avec mes invités, Vincent Sénéter, enseignant et ingénieur en cybersécurité système et réseau, auteur du livre La cybersécurité de zéro. Nous recevrons Nicolas Sabène, directeur pédagogique de Guardia Cybersécurité School, ainsi que deux étudiants en troisième année, Lilou Lerouge et Pierre Moutier. Que recherchent les entreprises comme profil aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles attendent des formations? C'est ce que nous dira David Offer, président de la Fédération de la cybersécurité, président d'Eurocyber Group, et puis Ferrugia Jakassi, responsable développement des services publics au CIDJ, nous dira comment le réseau Information Jeunes aide les jeunes justement à y voir plus clair. Allez, c'est parti pour ce deuxième numéro, pour cette émission. Tout de suite, notre premier invité qui vient d'écrire un livre sur la cybersécurité. Vincent Sénéter, bonjour. Bonjour. Donc, je le disais, enseignant et ingénieur, mais surtout auteur de ce livre, La cybersécurité de zéro, que je montre là à l'antenne. Alors, pourquoi un livre sur la cybersécurité? Parce qu'on n'y connaît rien? Entre autres, la cybersécurité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un enjeu crucial dans la société d'aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai constaté que quand on parle de cybersécurité auprès d'un public large, auprès d'un grand public, eh bien, on se limite, on ne parle pas assez des enjeux réels ni de l'aspect technique. On se contente de quelques conseils qu'on peut entendre par-ci par-là dans les entreprises. Et j'ai voulu un peu casser les codes en donnant des clés de compréhension plus détaillées, plus techniques, pour comprendre eh bien, comment ça se passe réellement et comment on peut même mener des attaques. Alors, plus technique, mais peut-être pas trop compliqué quand même, parce qu'à qui s'adresse ce livre? Est-ce qu'il s'adresse, par exemple, aux jeunes qui pourraient être intéressés par les métiers de la cybersécurité? Oui, tout à fait. C'est un livre que j'ai écrit dans le but de pouvoir eh bien, partager cette passion qui est la mienne de la cybersécurité auprès notamment de jeunes, d'étudiants. Je suis enseignant dans le supérieur et il se trouve que c'est un peu le livre que j'aurais aimé avoir quand moi-même j'étais étudiant. Donc c'est un peu le livre à destination des étudiants qui veulent rentrer dans ce domaine, qui sont par exemple actuellement au lycée ou en première, deuxième année d'études et qui souhaitent se focaliser, s'investir dans les métiers de la cybersécurité. Donc on a une vision globale de la cybersécurité. C'est ça, c'est un livre qui couvre à la fois les aspects techniques, les aspects socio-économiques, ce qui peut être extrêmement important à comprendre aussi quand on s'intéresse à ces métiers-là, et l'aspect législatif pour les personnes qui souhaitent s'investir davantage dans le domaine du droit. Je me tourne vers Lilou. Lilou, un livre comme ça vous aurait intéressé quand vous vous êtes dit tiens, je vais peut-être faire des études en cybersécurité? Bien évidemment, toutes les ressources sont bonnes à prendre, surtout que moi, quand j'ai voulu me lancer dans ce domaine-là, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Donc je pense que c'est un élément clé qu'il faut qu'il y en ait de plus en plus justement pour vulgariser ce que c'est la cybersécurité à tout le monde. Et oui, parce qu'on n'a pas une vision très précise de la cybersécurité, vous le disiez. Vous dites aussi que c'est une absolue nécessité. Alors pourquoi? Parce que c'est parce qu'on est dans un monde de plus en plus numérique? Oui, exactement. En fait, la cybersécurité, si on résume en quelques mots, c'est la protection des données personnelles, des informations et des systèmes informatiques. Et effectivement, on vit aujourd'hui dans un monde totalement numérique. Tous nos services auxquels on accède sont numériques, donc leur bon fonctionnement, leur protection est évidemment indispensable au même titre que la sécurité physique, on pourrait dire. Oui, alors la cybersécurité est une absolue nécessité. Vous n'allez pas dire le contraire, Nicolas Sabène? Complètement. Je suis complètement en phase avec ce qui a été dit, à la fois au niveau de Lilou et donc de notre expert d'aujourd'hui. Moi, ce qui est assez intéressant sur ce qui a été dit, c'est que oui, la cybersécurité, c'est bien sûr la sécurisation des actifs et du patrimoine informationnel
dans le cyberespace. Mais le cyberespace, il est double, il est multicouche et multidimensionnel. Hein. Donc il est à la fois sur des enjeux de sécurité numérique, sur les systèmes informatiques, mais il est également aussi important d'étudier un petit peu la sécurité, la dimension physique de la sécurité. Et ça, c'est peut-être moins adressé aujourd'hui dans les formations en cybersécurité. Votre réaction, David Hofer, sur ce point? Sur l'absolue nécessité de la cybersécurité aujourd'hui dans un monde de plus en plus numérique? Oui, alors bonjour, mais effectivement, la cybersécurité, c'est devenu un enjeu majeur, puisque aujourd'hui, notre vie est devenue une vie numérique. Dans beaucoup d'aspects, à la fois personnels et professionnels. Et qui dit vie numérique, qui dit utilisation du numérique, dit sécurisation du numérique, donc cybersécurité. On le voit aujourd'hui avec, on parle beaucoup des cyberattaques, on parle de la cyberdéfense, mais en fait tout notre quotidien est impacté par cette vie numérique. Et le numérique nécessite d'être fiable, d'être disponible, d'être redondant, d'être sauvegardé, de délivrer en fait des outils qui vont permettre de faciliter la vie de tous les jours. Et la cybersécurité permet finalement d'assurer le rôle du numérique au quotidien, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que lorsque l'on reprend toute la chaîne de valeur de la cybersécurité, finalement, on pense beaucoup à la technique, mais il n'y a pas que de la technique, il y a également du législatif, il y a des processus, des normes, des RH, puisqu'il faut du personnel pour faire de la cybersécurité. Et pour avoir du personnel, il faut bien entendu des étudiants qui vont pouvoir étudier finalement toute cette nouvelle technologie, toutes ces nouvelles normes, tous ces nouveaux métiers et toutes ces nouvelles déclinaisons sur le numérique. Oui, les différents types de cyberattaques, des attaques de plus en plus sophistiquées. Vous en parlez aussi dans votre livre. Ce n'est pas seulement la fuite des données, les cyberattaques aujourd'hui. Oui, effectivement. En fait, on considère dans la cybersécurité qu'il y a 3 grands thèmes principaux, ce qu'on appelle dans la cybersécurité de zéro la sainte trinité. C'est la disponibilité, intégrité, confidentialité. Disponibilité, c'est-à-dire on veut s'assurer que nos systèmes continuent de fonctionner. Par exemple, si vous souhaitez faire du tort, ne le faites pas, bien sûr, mais une personne mal intentionnée qui souhaiterait faire du tort à son concurrent, à une entreprise concurrente, pourrait chercher à attenter à la disponibilité d'infrastructures du concurrent, c'est-à-dire de les rendre inaccessibles. La confidentialité, ça c'est ce que vous évoquiez, c'est les fuites de données. On ne souhaite bien évidemment pas que les informations concernant sa vie privée se retrouvent dans la nature. Et il y a toujours des personnes pour vous dire « oui, j'ai rien à cacher ». Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui serait d'accord pour qu'on dise où sont scolarisés ses enfants, à quelle heure ils rentrent du travail, et ainsi de suite. On a bien évidemment toutes et tous des choses à cacher, ça s'appelle la vie privée. Donc, la confidentialité, ça nous concerne toutes et tous. Et l'intégrité, un sujet un petit peu plus complexe, c'est éviter que les données ne soient manipulées pour produire par exemple des fausses informations, ce qui malheureusement est devenu assez courant aujourd'hui. Et si la cybersécurité est indispensable aujourd'hui, c'est que quand les cyberattaques, ça a des conséquences dramatiques, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les entreprises. Tout à fait, pour les entreprises comme pour les particuliers, puisqu'on l'évoquait à l'instant, le sujet de la vie privée, mais pour les entreprises, l'aspect socio-économique peut être aussi désastreux, puisque une entreprise qui subirait une perte de données, par exemple une cyberattaque, une fuite de données, ça veut dire plus aucune confiance de la part des clients, donc ça veut dire plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus d'embauche, plus de travail, donc on imagine très rapidement les conséquences socio-économiques des cyberattaques. Et comment réagir à ces nouveaux risques, justement? Ça passe par la formation. Ah oui, absolument. Effectivement, les métiers de la cybersécurité se développent énormément ces derniers temps. Ça fait très longtemps que je m'y intéresse. En l'espace de 20 ans, oui, j'ai pu constater un attrait qui est devenu très important. On parle aujourd'hui de la cybersécurité absolument matin, midi et soir. On en parle tout le temps. Et c'est des choses qui n'étaient pas présentes il y a 20 ans. C'est un métier, un ensemble de métiers qui est vraiment en pleine expansion. Donc pour les jeunes qui nous regardent, on peut dire que c'est un secteur d'avenir ? Tout à fait, j'ai même envie de vous dire c'est un secteur du présent, puisque vous allez sûrement l'évoquer par la suite, mais on manque de main-d'œuvre, on manque de personnes en termes de cybersécurité actuellement, donc c'est vraiment un domaine dans lequel on peut s'investir aujourd'hui et que je vous encourage, vous qui nous regardez, à aller vers les métiers de la cybersécurité. Oui, puisque l'objectif des institutions françaises, c'est de doubler le nombre d'emplois dans la cybersécurité d'ici 2025. Je parle sous le contrôle de David et Nicolas, qu'ils me contredisent, s'ils ont d'autres chiffres. Alors, on en parlera bien sûr largement avec Nicolas, avec David, mais quels sont les métiers aujourd'hui les plus recherchés dans la cybersécurité ?
On peut citer plusieurs métiers. Il y en a un sur lequel je souhaiterais qu'on passe un petit moment, c'est le métier dit de pen tester. Quand on connaît un tout petit peu les métiers de la cybersécurité, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on peut en avoir. Les pen testers, ce sont les personnes qui vont essayer de s'introduire dans des systèmes pour justement déceler les vulnérabilités et éviter que des personnes mal intentionnées ne les exploitent pour pouvoir voler des données, enfin tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ça, c'est le métier de pen tester. Un autre métier qui là est un peu plus courant, c'est celui de consultant. Consultant, c'est une notion un petit peu générale, hein. C'est un métier qui consiste à intervenir auprès de différentes sociétés, ça peut être des hôpitaux, des banques, des organisations sportives, que sais-je. Quand on est consultant, on intervient dans ces différentes entreprises en tant que prestataire pour intervenir sur des projets précis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets de cybersécurité qui sont mis en œuvre, pour lesquels on met des moyens et qui font intervenir beaucoup de compétences, de la cybersécurité pure, mais aussi d'autres compétences, d'autres métiers, notamment au niveau des systèmes et des réseaux informatiques. David Hofer, c'est des métiers que vous avez au sein d'Eurocyber Group? Oui, tout à fait. Alors, au sein d'Eurocyber Group, nous, on fait du très haut de gamme sur des sujets qui sont les sujets du futur, à savoir notamment l'intelligence artificielle et le cloud, qu'il faut absolument sécuriser. Mais c'est pas parce qu'on fait et on travaille sur les problématiques du futur, et comme le disait notre expert d'actualité, que l'on ne s'occupe pas des briques habituelles. Donc le pentest, oui, il faut en faire parce qu'il faut tester les métiers. On fait de la supervision. Donc superviser en fait les systèmes d'information des clients, ce qu'on appelle mettre en place des SOC, des systèmes de supervision. Puis il y a tout un tas d'autres métiers, des consultants sur les normalisations, sur les architectures, mais c'est surtout sur les métiers de demain que nous on a pris un biais qui concerne plus particulièrement l'IA, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'IA en cybersécurité que la plupart des gens ne visualisent pas encore. Les problématiques de cloud, tout le monde veut aller dans le cloud, mais c'est pas trop comment, et puis surtout c'est pas le sécuriser. Et puis le grand chantier, c'est la problématique des supply chains. Et ça, c'est véritablement la conjonction de tous ces métiers qui sont interdépendants dans les entreprises de demain. Alors moi j'ai une question quand même, c'est qu'on a l'impression en matière de cyberattaque que les cyberpirates, ils ont toujours une longueur d'avance. Comment est-ce qu'on peut lutter contre? Et puis est-ce que les formations, finalement, elles ne sont pas obsolètes, à peine renseignées? C'est un secteur en constante évolution, je me permets d'intervenir là-dessus. C'est un secteur en constante évolution, donc forcément, les personnes qui souhaitent attaquer des systèmes, on va dire, davantage d'intérêt à s'investir là-dedans, pour les raisons qu'on a citées auparavant, tandis que quand il s'agit de colmater les brèches, forcément, on est toujours dans un jeu de chat et de la souris. Le meilleur moyen pour pouvoir anticiper les attaques, c'est de se mettre dans la peau d'un attaquant, et c'est ce que j'ai souhaité faire avec la cybersécurité de zéro, c'est de pouvoir proposer de manière relativement accessible une approche et des méthodes pour pouvoir faire des cyberattaques. Alors, pas trop méchante non plus, bien évidemment, ne le faites pas, c'est pas bien, mais il s'agit de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Il ne faudrait pas que ça donne de mauvaises idées quand même. Je crois qu'on ne m'a pas attendu pour avoir de mauvaises idées. Sur les formations, on en parlera plus longuement, mais c'est vrai que c'est le défi finalement d'enseigner aux jeunes des techniques qui ne seront pas obsolètes rapidement. Alors, tout à fait. Alors c'est pour ça que dans les formations, en tout cas dans les formations dédiées à la cybersécurité, on a un devoir forcément qui est de mettre à jour nos formations en permanence. Ça, c'est le premier point. Le second point pour répondre à la question sur les formations, c'est qu'évidemment, il faut étudier avec les entreprises quels sont les programmes les plus pertinents à mettre en place. Donc les programmes, que ce soit de l'école Guardia que je dirige ou d'autres filières de formation potentiellement, c'est bien sûr d'être en lien avec les entreprises en permanence pour mettre à jour ces programmes et surtout être à l'écoute des besoins des entreprises sans cesse. Et puis il y a la formation continue, il faut aussi se former tout au long de la vie, ça c'est indispensable. C'est indispensable. Il y a beaucoup de certifications dans les métiers des réseaux et de la cybersécurité qui permettent de se maintenir à jour régulièrement. Allez, un dernier petit mot avant de passer à l'école de demain. Les défis majeurs auxquels le secteur pourrait faire face, gérer la pénurie de talents, là c'est le premier défi, c'est déjà maintenant, ça le sera encore plus demain. Oui, effectivement, la numérisation de notre monde est, on va pas dire encore totalement aboutie, donc il y a encore une marge de progression, ce qui fait qu'il y a toujours des besoins de nouveaux talents dans le métier, effectivement.
Merci Vincent Senetter, et bien sûr vous restez avec nous puisque vous pouvez aussi intervenir sur les prochaines rubriques. On évalue à 40% la proportion de postes vacants en cybersécurité. Alors comment former les jeunes pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises? On a déjà commencé à en parler un petit peu. Les formations en cybersécurité se développent, les écoles aussi. C'est notre rubrique L'école de demain. Alors on va en parler avec vous, Nicolas Sabben, directeur pédagogique de Guardia Cybersécurité School. Mais tout de suite, une plongée dans votre école en images. Je suis venue chez Guardia parce qu'ils font de la cybersécurité et c'est ce que je recherchais. En fait, c'est la seule école de France tout simplement à faire de la cybersécurité et à former surtout des experts techniques en cybersécurité. Et le fait aussi que ce soit de la pédagogie par projet. La pédagogie par projet, en fait, ça consiste à avoir un projet du lundi au vendredi et d'avoir une soutenance le vendredi devant un jury. C'est une manière d'apprendre qui est très efficace parce qu'on pratique tout le temps et en informatique, on a besoin de pratiquer pour apprendre. J'ai choisi Guardia surtout par rapport à la pédagogie par projet parce que c'est centré sur la cyber. C'est une école spécialisée en cybersécurité et ça se déroule en 3 jusqu'à 5 ans. Et c'est une pédagogie 100% projet. Première année, c'est beaucoup de programmation. Donc on va faire du web, on va faire du Python, du C. On va avoir des cours d'introduction au réseau. Donc là, ça va être infrastructure réseau, l'administration réseau, tous les protocoles qui vont avec. Et ensuite, on a des petites parties entre nous, surtout sur du CTF, où après les cours, on va faire tout ça. En 3e année, du coup, c'est une semaine sur 2 parce que le reste, on est en alternance. Mon projet préféré, ça a été l'architecture réseau parce que ça nous a permis de pouvoir nous mettre dans la peau d'un architecte réseau, tout simplement. Je suis la seule fille en 3e année. La cybersécurité, c'est pas être derrière un ordinateur dans le noir à coder toute la journée, pas du tout. Ça regroupe plein de choses et puis c'est super intéressant. L'alternance est enrichissante parce qu'en fait, on apprend des choses nouvelles dans la cybersécurité. L'IAM et le SSO, c'est vraiment quelque chose dont on n'entend pas parler parce qu'on parle souvent de pentest et de hacking, mais il y a beaucoup de domaines dans la cybersécurité. Et voilà, principalement, ça me permet de découvrir un nouvel aspect de la cybersécurité et je m'y épanouis. Il ne faut pas se décourager, la cyber, ça peut sembler très compliqué parce que c'est très vaste, mais ça va venir avec le temps et il ne faut pas avoir peur. On a le temps devant nous. On va voir si Lilou est d'accord avec les autres étudiants. Mais un petit mot avant de lui donner la parole, Nicolas Sabben, sur cette école. On précise une école post-bac. Tout à fait. Alors, c'est une école post-bac. On peut revenir et faire peut-être le lien entre ce qui était dit avant sur les enjeux et pourquoi cette école. Oui, pourquoi cette école? Voilà, donc c'est ma question. Elle est née d'un double constat. Le premier constat, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est la pénurie de talent en cybersécurité. Il y a un autre constat qui est peut-être presque plus alarmant, c'est que parmi ceux qui sont formés, il y a quand même un constat de manque de formation. On ne peut pas suffisamment aller si loin que ça en termes de formation en cyber. Et c'est pour ça qu'on se dit créer une école post-bac avec des cursus sur 5 ans, parce que pour être expert cyber, ça prend du temps. Donc c'était un peu l'idée de l'école. Avec un positionnement très particulier, parce que c'est vrai qu'on entend une étudiante dire c'est la seule école en cybersécurité. Non, oui. C'est pas la seule école en cybersécurité, mais là, elle a un positionnement particulier. Hein. Mais au moment de sa création, effectivement, c'était parmi les premières écoles dédiées à la cyber. Aujourd'hui, bien entendu, il y a plein d'écoles, et heureusement, qui ont été montées en cybersécurité et dédiées à la cybersécurité. Après, en termes d'école post-bac dédiée à la cyber sur une pédagogie par projet telle qu'on la revendique et qu'on la propose à nos étudiants, oui, c'est la seule aujourd'hui. Oui, une approche globale et pas que numérique. Alors une approche globale, effectivement, donc ça c'est un autre chose. On a un premier point sur l'école Guardia, effectivement, qui est né donc de ce double constat. Premier point, c'est effectivement le positionnement dédié à la cyber. Le deuxième point de l'école, c'est effectivement, on est sur une pédagogie par projet qui englobe une approche globale en matière de sécurité. À la fois, c'est ce que je disais en introduction, dans ces enjeux, je dirais, de virtuel, donc du monde virtuel et de sécurisation de ce monde virtuel, mais également la sécurisation du monde physique dans lequel il existe des traces numériques. Donc David Hofer l'indiquait tout à l'heure, le monde numérique fait partie de nos vies personnelles et professionnelles, et même dans la vie physique, il y a des enjeux numériques. Donc je me tourne vers Lilou quand même.
Lilou, est-ce que vous vous reconnaissez dans le témoignage des autres étudiants? Je fais partie de ces témoignages-là, donc oui, je m'y retrouve. Mais je vais dire, la partie la plus importante selon moi, ça reste justement la pédagogie par projet, comme l'évoquait Nicolas Sabène. On va parler de cette pédagogie par projet, mais moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé comme ça de choisir des études sur la cybersécurité et pourquoi tout de suite? Pourquoi pas choisir un parcours plus général et puis se dire, bon, je peux peut-être me spécialiser en matière de cybersécurité? C'était acquis, c'était clair dans votre tête, c'était la cybersécurité et rien d'autre? Et c'est une bonne question parce que c'est ce que j'ai fait à la base justement. J'ai fait une première année de fac à Paris Diderot, qui n'est pas très loin d'ailleurs de nos locaux aujourd'hui, en licence informatique générale. Mais la cybersécurité et l'informatique même de manière plus large, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, depuis le collège environ, je dirais. Donc le développement, la sécurité, le réseau. J'ai toujours vu cette approche-là de manière très concrète, c'est-à-dire que j'avais déjà les mains dedans. J'apprenais pas des livres, j'apprenais pas des lignes par cœur. Et quand je suis arrivée à la fac, on m'a donné voilà, des bouquins à apprendre par cœur. Et c'était pas du tout mon approche, donc j'ai décroché. Et après, j'ai cherché une autre école parce que je voulais pas juste m'arrêter là. Et je me suis dit, au lieu de vouloir me spécialiser en cybersécurité à partir du master, pourquoi pas le faire maintenant? Et là, vous étiez en quelle année de fac? J'étais en première année. En première année, oui. En première année, vous vous êtes dit, c'est trop théorique, moi je veux autre chose. C'est ça, tout à fait. On va parler de cette pédagogie par projet. C'est justement ce qui vous plaît dans cette formation, que ce soit très concret? Exactement. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Guardia, en dehors du fait que c'est de la cybersécurité. Alors comment ça fonctionne cette pédagogie par projet? Ce sont des vrais projets ou des projets théoriques? Alors c'est des vrais projets. On va avoir un intervenant professionnel qui va rédiger un cahier des charges avec l'administration. Par exemple, sur un projet d'une semaine, le lundi, on va avoir la remise du cahier des charges avec l'intervenant. Donc on va vérifier s'il y a une compréhension complète du projet et des attendus. Ensuite, sur le restant de la semaine, on va le réaliser, ce projet-là. Et à la fin, on a une soutenance, donc c'est un oral avec l'intervenant. Mais quand je parle de véritables projets, est-ce que c'est vraiment des entreprises, pour des entreprises réelles, ou est-ce que c'est quand même des projets théoriques? C'est des vraies entreprises. Par exemple, entreprises. On peut avoir David Offort, l'intervenant, qui viennent nous faire des projets, par exemple, sur la juridique, ce qui nous est arrivé l'année dernière. On va alors témoigner, justement, puisque vous donnez des cours, alors, sur cette pédagogie par projet. Disons que ça correspond à des besoins réels d'entreprise. Alors, premièrement, c'est un besoin pour les entreprises d'avoir des étudiants qui sont formés, mais c'est aussi intéressant pour les étudiants d'avoir un regard sur la réalité de l'entreprise. Parce que très souvent, quand on récupère des étudiants, en fait, ils ont un monde qui est un monde étudiant, mais qui n'est pas du tout le monde de l'entreprise. Et là, on se retrouve avec des fossés, alors pas uniquement en termes de connaissances, mais également en termes d'attente. Les entreprises attendent des professionnels et les étudiants sont encore dans les études et dans la vie étudiante. Et très souvent, il y a un fossé énorme qui existe et ça ne matche pas. Tandis que lorsqu'on est sur cette méthodologie, c'est beaucoup plus fluide. Il parle, moi, je suis un chef d'entreprise, donc quand je viens, je parle en chef d'entreprise. Donc évidemment... on comprend tout de suite oui, voilà, vos attentes. On est directement dans le concret. Et un autre point fort aussi, c'est l'alternance de cette école. L'alternance qui intervient dès la 3e année. C'est ça, oui. Donc moi, personnellement, du coup, je suis en alternance depuis mi-juin cette année. C'est vrai que c'est un élément très important et ça permet en fait, de récupérer des bases qu'on apprend à l'école, les transformer vraiment dans le milieu professionnel. Et c'est là où on se rend compte de l'importance de ne pas rester si théorique que ça et de parler notamment lors des soutenances. Pour les jeunes qui nous regardent, souvent c'est un peu la galère de trouver une alternance. Là, ça a été facile de trouver une alternance? Moi, c'est un cas un peu particulier. J'ai été démarchée du coup lors d'un événement de l'école, pardon. Donc ça a été facile. Donc, comme j'ai dit, après, on n'est pas tous dans cette situation-là. Moi, je m'estime très chanceuse. J'ai des camarades pour qui c'est plus compliqué. Mais après, l'alternance, je pense, en cybersécurité, ça reste un des domaines les plus simples pour en trouver. Une idée du métier que vous voudriez exercer après vos études Je pense que je vais rester sur le métier dans lequel je suis dans ma société actuellement. Donc c'est du renseignement d'origine cyber. Donc c'est un peu comme on peut l'entendre du côté humain. Mais là, c'est aller récolter de l'information sur Internet et de le transformer en intelligence. Donc je pense que je vais me spécialiser dans ça durant les années à venir. Et vous pensez, parce qu'on parlait justement de l'évolution de ces métiers qui vont très vite, qu'il faudra vous former tout au long de votre vie? C'est pas je pense, c'est factuel. Ça arrive tous les jours et même quand on commence notre formation. Parce qu'on peut apprendre quelque chose aujourd'hui et dans une heure, c'est possiblement plus valide. Parce que les technologies
évolue très vite, pardon. Donc on va dire que c'est l'informatique de manière générale, une branche sur laquelle on ne peut pas juste se dire on a un acquis. Il faut toujours remettre en question ses compétences et tout ce qu'on peut apprendre au quotidien. On parlait de la pédagogie par projet, Nicolas Sabène, des exemples concrets de projets réels sur lesquels les étudiants travaillent? Pas plus tard que la semaine dernière, nos étudiants ont travaillé sur un projet d'OSINT. Donc l'OSINT, c'est une bonne transition avec ce que vient de nous dire Lilou. L'OSINT, c'est quoi? C'est l'Open Source Intelligence, donc c'est la recherche d'informations en source ouverte. Donc on a demandé à nos étudiants de rechercher un certain nombre d'informations sur leurs camarades et donc et d'exposer à l'oral, lors des soutenances, du coup, toutes les informations qu'ils avaient pu trouver. Et ça, ce type de mission, les entreprises font des demandes, mandatent un certain nombre de prestataires parfois pour réaliser ce type de mission. Pour eux, en disant voilà, dans quelle mesure vous pouvez par exemple évaluer notre réputation sur Internet. L'idée de rechercher tout un tas d'informations sur les entreprises à partir d'outils relativement simples en plus parfois, qui permet de recueillir des informations utiles et pertinentes pour une entreprise. Lilou nous a parlé de son parcours. Quel profil vous recherchez? Pas seulement des matheux, ça c'est important. Hein. C'est important pour tous ceux qui nous regardent parce qu'on se dit oh là là, la cybersécurité, il faut que je sois doué en maths. Alors de toute façon, Guardia Cybersecurity School, c'est une école post-bac. Donc on recrute en très grande majorité des étudiants qui sont en terminale ou en fin de terminale. Et donc généralement, la très grande majorité des bacs qu'on recrute sont effectivement des bacs généraux, avec des options qui le plus souvent effectivement sont options maths expert, NSI, des choses comme ça. Mais on recrute également des bacs technologiques et ça marche très très bien. Et certaines filières de bacs professionnels très particulières qui ont déjà cet ancrage cyber ou système numérique. Donc il n'y a pas que des bacs générales ou options maths scientifiques, c'est pas vrai. Oui, c'est une majorité pour le moment chez nous, mais on recrute de plus en plus de filières alternatives, bac technologique, bac pro sur certaines filières techniques et numériques, qui sont effectivement très pertinentes pour nous. Et ce qui, excusez-moi, je finis, je laisserai peut-être l'expert compléter, mais ce qui est tout à fait intéressant, ce que disait aussi Lilou, c'est qu'au-delà du parcours académique et scolaire des étudiants, ce qui est très important, c'est les initiatives personnelles qu'ils mènent. Et ça, c'est fondamental. On préfère quelqu'un qui sort d'un bac histoire-géo, mais qui aura, lors de son temps libre, mené et conduit tout un tas d'initiatives sur les sujets de la cybersécurité. Donc, ça sera peut-être un peu geek. Exactement. Oui, alors un peu geek, mais attention, ça dépend de quoi on parle et à quoi ça fait référence quand on parle de geek. Mais c'est vraiment cette idée d'avoir l'initiative sur son temps personnel de mener lui-même ou elle-même des recherches dans le domaine cyber. C'est cette motivation qui est importante puisque tout au long de la vie en cyber, il faut s'auto-former. Vincent, vous voulez réagir là, sur ce profil pas forcément matheux? Oui, exactement. C'est vrai que quand on parle de filière cybersécurité informatique, et notamment pour les écoles d'ingénieurs, on dit « Ouh là là, les mathématiques ». Alors je souhaite rassurer toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Il n'est pas nécessaire d'être une calculatrice vivante pour pouvoir aller dans ces domaines-là, notamment grâce aux formations d'alternance que vous avez évoquées. Je me permets de partager un peu mon expérience puisque moi-même je suis issu d'une formation d'ingénieur en alternance où le niveau en mathématiques n'a pas besoin d'être extrêmement élevé. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir une certaine logique, une certaine appétence pour l'informatique en général, plus que d'être une brute de calcul. Donc ne vous en faites pas si vous n'avez jamais réussi le compte est bon dans les chiffres et les lettres. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est, comme l'évoquait mon cher collègue, de vouloir s'investir là-dedans. Alors justement, on va demander son avis à David Defer. C'est notre séquence, l'entreprise de demain. Alors, sur les profils matheux, pas matheux, un petit peu matheux quand même? J'allais dire tous les profils. Pourquoi? Parce que la cybersécurité, et c'est vrai, on l'envisage très souvent sous l'œil technologique, mais comme je le disais tout à l'heure, la cybersécurité, il y a également d'autres métiers. Quand on va faire de la conformité en cybersécurité, avec des normes ISO par exemple, il n'y a pas besoin de maths pour ça, et il y a plein aujourd'hui de consultants sur les normes ISO qui viennent d'horizons divers et qui ont fait des reconversions professionnelles pour se spécialiser sur les normes. Par exemple, je prends l'exemple de l'ISO, mais il y en a d'autres, la 27000 qui est dédiée à la cybersécurité, et en l'occurrence, il n'y a pas besoin
parliez de faire des maths, il n'y a pas besoin de faire des maths. A contrario, si on veut se lancer sur le développement d'algorithmes ou d'algorithmie pour aller faire de la cybersécurité sur des IA, bon là, il faut quand même avoir un certain niveau de maths. Et là, on fait appel à des ingénieurs plutôt très qualifiés et qui ont cette capacité à imaginer, à visualiser et à développer en fait sur des nouvelles technologies de manière à ce qu'on puisse aller plus loin. Donc en fait, il y a ce mix finalement et ça va dépendre en fait des missions qu'on va vouloir confier aux étudiants. Alors un point important, c'est qu'on a vu que Guardia Cybersécurité School est une école post-bac. Ça manque des écoles post-bac aujourd'hui parce qu'avant, la cybersécurité, c'était un peu une composante des études d'ingénieur, on l'a dit, ou d'informatique. Alors, oui, ça manque. Ça manque pourquoi? Parce que, en fait, ça manquait beaucoup, parce qu'effectivement, pour faire de la cybersécurité, moi j'en fais depuis 30 ans, à l'époque on appelait ça sécurité informatique d'ailleurs, quand moi j'ai commencé, et donc ça fait un certain temps, et en fait, on était d'abord ingénieur en système d'information, et puis ensuite, alors à l'époque on disait ingénieur en informatique, et on se spécialisait dans les systèmes d'information, et puis par la suite on faisait une spécialité sur la sécurisation des systèmes d'information. Et cette, j'allais dire, ce cheminement académique, il est resté pendant extrêmement longtemps. Il y a depuis quelques années où on a commencé à avoir des spécialisations en cybersécurité, de ce que j'en ai vu, en France en tout cas, et des spécialisations, mais après qu'on ait terminé déjà son diplôme ou son bac plus 5, on allait arriver à trouver des spécialisations en cyber. Et en fait, c'est devenu très compliqué parce que la cyber, elle est devenue, comme je le disais, présente partout. C'est un champ d'activité extrêmement large. Et quand on parle, pour le coup, technologie, en fait, ça couvre toutes les couches de la techno, puisqu'aujourd'hui, ça va du hardware jusqu'au logiciel. Et puis, on parle même maintenant du cloud et de l'IA. Et donc là, écoute, finalement, il faut faire des cursus spécialisés pour avoir justement toute ce panel de connaissances. C'est ce qu'attendent des entreprises comme la vôtre, justement. Complètement. Complètement. Aujourd'hui, nous, on rencontre, quand on fait des recrutements, alors on a tous les niveaux, mais on a plutôt des spécialistes. Donc quand on prend des alternants, puisqu'on en prend... on embauche des alternants, on sait qu'il va falloir qu'on investisse énormément d'efforts pour, premièrement, les amener à un niveau professionnel et surtout pour leur apprendre à avoir une vision, j'allais dire, d'entreprise, où là, quand on va voir des clients, quand on va essayer de mettre en place ou de répondre à des problématiques de cybersécurité, on n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique avec des enjeux financiers qui peuvent être lourds de conséquences derrière, donc il y a beaucoup de responsabilités aussi. Et bien justement, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Merci à tous les quatre. Donc, on parlera aussi tout à l'heure, on reparlera des nouvelles formes de menaces et des défis pour le secteur. On entendra un deuxième étudiant. Et puis, à ne pas manquer non plus notre rubrique Point de vue avec Firouzja Kassi, responsable du développement des services au public au CIDJ. On marque une courte pause et bien sûr, on se retrouve dans un instant. On se retrouve pour la deuxième partie des métiers de demain. Les métiers de demain, une nouvelle émission pour vous faire découvrir des métiers en pleine mutation, des métiers qui n'existent pas encore, des métiers de demain. Justement, cette émission s'adresse bien sûr aux étudiants qui s'interrogent sur quelles études suivre, mais à tous ceux aussi qui sont peut-être en reconversion professionnelle ou tout simplement qui ont envie de changer de voie. Et nous accueillons pour cette seconde partie Pierre Moutier, étudiant en 3e année. Bienvenue Pierre, qui nous rejoint sur le plateau, ainsi que Firouzja Kassi, responsable développement des services au public au CIDJ. Nicolas Saben et David Ofer sont toujours avec nous et on poursuit justement avec notre séquence l'école de demain. Et je me tourne vers vous, Pierre Moutier. Donc, on a entendu en première partie les besoins des entreprises, des organisations. Vous avez l'impression que l'école vous forme bien, justement, aux besoins actuels et futurs des entreprises ? Oui, totalement. On a des projets qui sont très concrets et qui nous permettent de les transposer après dans le monde professionnel, notamment dans le cadre de nos alternances. Et on a des projets qui sont plus tournés vers le futur. Donc, notamment l'année dernière, on a eu un projet autour de l'ordinateur quantique et de ses possibles applications. Un projet qui travaillait sur les algorithmes de cryptographie post-quantique. Alors moi, ce qui m'intéresse, comme à Lilou, c'est cette question, pourquoi avoir choisi, comme ça, d'entrée de jeu, des études sur la cybersécurité ?
Parce que déjà, depuis très longtemps, je savais que je voulais travailler en informatique et très vite aussi en cybersécurité. Parce que le domaine m'intéressait, la protection appliquée dans ce champ informatique et informationnel. Et quand j'ai cherché dans mon lycée une école qui proposait ce genre de formation, il y avait beaucoup d'écoles qui proposaient des options de spécialisation en 5e ou 4e année. Et moi, je voulais travailler tout de suite post-bac. Et donc, c'était la seule école qui correspondait à tous mes critères. Vous ne vouliez pas passer non plus par la case prépa? Plutôt hésiter, parce que pas que la prépa me faisait peur et que le niveau était trop important. C'est surtout que j'avais pas très envie de passer 2 ans à travailler sur des maths et des physiques, sur des choses qui m'auraient pas, moi, servi plus tard, parce que j'avais pas franchement envie de m'engager dans une voie de cryptographie. Donc là, ce qui vous intéressait, c'était aussi de pouvoir intégrer cette école dès la première année et de travailler sur des projets concrets, cette pédagogie par projet? Totalement. Après plusieurs années, donc collège et lycée, on avait plutôt des formations assez théoriques, bien que ce soit des très bonnes formations et un parcours très intéressant. J'avais plutôt envie de me tourner vers des choses où je pouvais mettre les mains dans le cambouis, comme on disait, plutôt commencer à pratiquer et vraiment m'insérer dans ce domaine-là, et avec une possibilité assez rapidement de m'engager vers une voie d'alternance. Alors qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans cette école? C'est quoi les différents cursus? Le cursus principal, c'est 2 années en initiale, puis à partir de la 3e année, donc en bachelor 3, un début d'alternance qui se poursuivra sur le master. Et après, on voit un peu tous les domaines de la cybersécurité sur les différents prismes. Donc que ce soit de l'offensif ou du défensif, on va du domaine technique, que ce soit en hardware, du software, donc soit du logiciel pur, soit du composant. Et également, on voit des choses un peu plus normatives, avec les textes de référence qu'on a pu avoir un projet avec David Hofer l'année dernière, autour du RGPD, de l'ISO, tout ça. Il y a cette pédagogie par projet, bien sûr, il y a aussi des cours théoriques, hein, je suppose. Oui, c'est ça. En début de projet, on a des notions qui nous sont transmises par les intervenants professionnels pour pouvoir après les mettre en application et vraiment comprendre le contexte du projet. Mais pas de cours magistraux, à chaque fois c'est relié à un projet particulier? C'est dans le cadre du projet. On n'a pas de cours genre le jeudi soir, on va se poser et écouter quelqu'un pendant 2 heures. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins dans cette formation? Parlez sans crainte, hein. Il n'y aura pas de représailles. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la possibilité d'évolution. On fait beaucoup de retours à l'école qui sont très à notre écoute, et qu'on soit tout de suite dans le domaine qui nous intéressait, donc la cybersécurité, donc l'informatique notamment aussi. Ce qui me plaît moins, j'ai pas vraiment de point qui me plaît moins. Après, l'école est jeune et il y a beaucoup d'évolution. Donc c'est ça. Il y a la possibilité de parcours à l'étranger aussi, qui est encore en cours, qui aurait pu être intéressante. On va justement parler de l'étranger. Vous y travaillez justement à l'international. Tout à fait, oui, c'est vrai. J'ai passé une partie de ma carrière internationale. Ce qui est assez intéressant dans le cas de Pierre, c'est que, si je ne me trompe pas, c'est qu'au lycée, vous avez une option histoire-géo, justement. Oui. Voilà, donc ça, on en a parlé en première partie d'émission. Et donc, il est tout à fait possible de réussir très très bien dans une école cyber et dans les métiers de la cyber, sans avoir fait un bac maths avec option SIN, maths expert, avec d'autres types d'options et des parcours un peu alternatifs. Ah oui, c'est vrai que vous avez inauguré la réforme. Alors vous aviez pris quoi comme option au bac? En première, j'avais physique, chimie, maths et donc l'option histoire-géo qui s'appelle AGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, que j'ai gardé en terminale avec l'option maths, et ce qui m'a permis notamment d'avoir plus la vision géopolitique, qui est aussi très importante en cyber, avec les enjeux de menaces. Notamment dans cette option, il y a 1 an sur 2 une partie du programme qui est dédiée aux nouveaux espaces et au cyberespace. Il y a un point aussi qui est important, vous en avez parlé, c'est l'alternance. Hein, c'était primordial, ça dans le choix d'une école? Ça a été un facteur décisif? Vous ne seriez pas allé vers une école sans alternance, par exemple? C'était important parce que dans la politique de l'école de projet, on est dans des contextes qui sont des projets qui sont applicables dans le monde professionnel, mais c'est des choses du coup après on peut vraiment mettre en application, et le monde professionnel et le monde de l'école se complètent dans le sens où des fois on va voir des choses même avant en entreprise qu'on approfondira et qu'on comprendra beaucoup plus pleinement à l'école. Alors on va voir en quoi des profils comme le vôtre, Pierre, celui de Lilou aussi, peuvent intéresser les entreprises. C'est notre séquence, l'entreprise de demain. C'est des profils comme ça que vous recherchez,
Hein, quelles sont les compétences acquises par ces étudiants qui sortent d'école pure cyber? Alors, au-delà des compétences, j'allais dire que c'est déjà la passion, parce que travailler dans la cybersécurité, il faut aimer ça. Et comme je l'évoquais, la cybersécurité, c'est très vaste. Donc des compétences, il en faut, c'est la base, mais il faut aussi cette énergie liée à la passion du métier de la cybersécurité pour pouvoir travailler sur et faire une spécialisation sur un des sujets de la cybersécurité. Ce qui est très intéressant avec les étudiants que nous on recrute, c'est que pour beaucoup, ils ont une visibilité assez large grâce aux études qu'ils font de ce qu'ils peuvent faire en cybersécurité. Et chez nous, en fait, ils peuvent après prendre le chemin qui leur convient le mieux parce qu'ils peuvent un petit peu tout voir dans les différents métiers. Et là, ça leur permet après de faire un focus plus particulier. Et nous, après, c'est le rôle de l'entreprise, c'est notre rôle à nous de les tirer vers le haut. Mais est-ce que ça les rend, je veux dire, plus agiles? Est-ce qu'ils ont une capacité plus forte, par exemple, à gérer des incidents? Le fait qu'ils soient en alternance, il est clair que ça leur donne un très gros avantage. Et nous, on préfère avoir très concrètement des étudiants et embaucher ensuite du personnel qui a été en alternance plutôt que des étudiants qui n'ont jamais connu le monde dans l'entreprise. Parce que, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, quand on n'a pas du tout été en entreprise, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un fossé entre la vie étudiante et la vie en entreprise, alors que quand ils ont fait une alternance, qu'ils sont déjà plongés dans le monde de l'entreprise, surtout dans la cybersécurité, où il y a des contraintes fortes, et c'est pas parce qu'ils sont alternants qu'on va les excuser, donc là, ils sont tout de suite plongés dans le bain. Sur quel type de poste vous les mettez concrètement? Comment est-ce que vous les formez aussi? Alors, il y a tout un tas de types de postes. On peut prendre l'exemple de la conformité, par exemple, sur les problématiques, sur les nouvelles réglementations en cybersécurité, où ils sont obligés, ils vont, avec des consultants seniors, voir ce qui se passe dans les entreprises de manière à... Nous, on fait par exemple des gap analysis sur les nouvelles réglementations comme DORA, qui arrive pour le secteur des assurances. Et en fait, ils sont obligés de connaître toutes les problématiques cybersécurité, parce qu'ils sont obligés de voir tout ce qui se passe dans l'entreprise de manière à être en conformité avec ces nouvelles normes. Alors il y a NIS 2 qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Donc ça, par exemple, ce sont des exemples très concrets de ce qu'on peut les emmener faire avec des consultants seniors. Et puis après, il y a des parties très techniques aussi. Nous, par exemple, on fait la cybersécurité des IA ou des clouds. Et là, par exemple, on a des profils qu'on emmène avec nous sur ce type de projet qui est très spécifique, où il y a très peu de spécialistes en France. Et nous, on a des spécialistes qui travaillent sur ces sujets-là, et là, ils apprennent vraiment ce qu'est l'IA, comment on les sécurise, comment on peut, mener des projets à bien de manière très opérationnelle dans les entreprises. Comment vous travaillez avec les entreprises comme ça pour que les alternants reçoivent la meilleure formation possible, en plus de la formation dispensée par l'école? Alors il y a deux réponses. Premier temps de réponse, c'est qu'effectivement, on a structuré notre pédagogie autour des besoins des entreprises. Donc on a co-construit nos programmes pédagogiques avec un certain nombre d'entreprises de l'écosystème cyber. Et à travers différentes instances dans l'année, on fait des points de suivi, en fait, et on valide ou pas le contenu de nos programmes et l'évolution de nos programmes. Vous travaillez tous les deux ensemble, par exemple? Alors David, effectivement, fait partie du conseil scientifique, mais il y a une trentaine d'acteurs qui font partie du conseil scientifique. Donc il n'y a pas que un ou deux ou trois chefs d'entreprise, on a des chefs d'entreprise, on a des responsables de centres de recherche, on a également des responsables d'institutions de l'État. Il y a tout un tas d'acteurs et une typologie d'acteurs très très diverses qui font partie de ce conseil scientifique. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'ensuite, la structure de notre pédagogie, qui répond donc aux besoins de des entreprises, puisqu'on co-construit, comme je le disais, ces programmes ensemble, on va structurer aussi, je dirais, pour qu'on soit lisible vis-à-vis des jeunes générations et des étudiants sur qu'est-ce que vous pouvez faire demain. Donc on a parlé effectivement des métiers liés à tout ce qui est gouvernance, conformité, voilà, donc je dirais des métiers autour de l'organisation de la cybersécurité. Donc ce sont des métiers qu'on peut appeler autour de la culture cyber. On a des métiers beaucoup plus techniques, David également et puis Pierre en ont parlé, autour des nouvelles technologies, de l'IA, du cloud, ou la sécurisation du cloud, ce genre de choses. On est sur des métiers de développement sécurisé, donc de programmateurs sécurisés. On a également un autre type de métier autour de tout ce qui est sécurisé, tout ce qui est des infrastructures, les systèmes, les réseaux. David, tout à l'heure, parlait de SOC, donc le centre des opérations de sécurité d'une entreprise. C'est un autre type de métier. Et enfin, on a des métiers autour de ce qu'on appelle la rétroconception, donc tous les métiers autour de l'enquête numérique
qu'est-ce qui s'est passé après une attaque. On va faire le point de ce qui s'est passé. Et donc cette structure pédagogique, c'est exactement la structure pédagogique qu'on a choisie au sein de Guardia. Oui, c'est important parce qu'on disait tout à l'heure que les hackers avaient toujours une longueur d'avance peut-être sur les professionnels de la cybersécurité. En fait, il faut essayer d'avoir ce temps d'avance. Donc, il faut anticiper les formations. Et c'est ce que vous attendez d'écoles comme celle-ci? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire anticiper les formations. Alors quand on dit que les hackers ont une longueur d'avance, il faut relativiser aussi. C'est-à-dire qu'ils vont exploiter toutes les possibilités qu'il y a au niveau technologique. Et en fait, comme la technologie avance très vite, il faut aussi que les écoles soient réactives de manière à pouvoir suivre la technologie et non pas fournir des cursus sur la technologie qui a déjà 3 ou 4 ans, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, il y a des nouvelles versions de produits, de technologies qui sortent quasiment tous les ans. Et c'est ça l'intérêt, je dirais aussi, que nous, on a en tant qu'entreprise de travailler avec une école comme Guardia. Et c'est pour ça aussi que moi, je m'investis aussi à titre personnel. Parce que en fait, on a en fait, ces échanges qui permettent de coller à l'actualité, de coller aux technologies, de coller à l'évolution des technologies. Et donc, pour les étudiants, c'est très intéressant parce que en fait, ils ne vont pas apprendre la technologie d'il y a 10 ans, ils vont apprendre la technologie de la semaine dernière. Et ça c'est intéressant. Et c'est ça qu'on arrive à valoriser derrière. Et c'est un petit point que je voudrais souligner, vous n'êtes pas sur Parcoursup. C'est exactement ce vers quoi j'allais aller. Voilà, et c'est justement pour ça, pour pouvoir faire évoluer vos formations, que vous n'êtes pas sur Parcoursup. Alors, la raison principale du pourquoi on n'a effectivement pas enregistré ce Parcoursup, c'est justement l'agilité, la capacité à être agile dans l'évolution de nos programmes. Parcoursup nous impose forcément de figer nos programmes sur 3 ou 5 ans, je crois. Effectivement, ce n'est pas adapté à des cursus en cybersécurité. Et des cursus liés aux nouvelles technologies de manière générale, mais en particulier en cybersécurité, on a tout un tas d'actualités qui structurent et qui font évoluer, bien sûr, la manière dont il faut répondre et la manière dont il faut traiter des sujets de la cybersécurité. Le fait que l'école ne soit pas sur Parcoursup, ça rend... Alors, moi, ça ne m'a pas gêné. Ça ne t'a pas gêné? Non, l'admission, ça a été fait de façon très rapide et très, avec beaucoup de proximité, en fait. Après avoir déposé mon dossier en ligne et avoir fourni tous les documents nécessaires, j'ai très vite été rappelé pour avoir un entretien individuel avec le directeur pédagogique. Un entretien qui a duré 1 heure, avec une partie en anglais, qui a pu déjà répondre à mes questions aussi sur l'école, répondre à mes craintes aussi certaines, et pu me faire un retour de façon très humaine. Donc c'était très intéressant. Et pour l'anecdote, moi j'ai eu ma réponse d'admission à Guardia le jour où on fermait le dossier Parcoursup. Donc c'est aussi un avantage de flexibilité, parce que quand on est en terminale, le sujet Parcoursup revient beaucoup et on est on a beaucoup de pression sur ça. Remplissez vos dossiers, faites vos demandes et tout. Ça permet de très tôt, si on est plus ou moins sûr de notre choix, libérer de ce sujet et pouvoir plus facilement se concentrer sur nos diplômes qui sont quand même pour moi plus importants. Allez, un dernier mot sur les projets de l'école. On a parlé d'ouverture de sites à l'étranger, etc. Et puis peut-être les projets à deux que vous pourriez avoir. Il y a tout un tas de projets sur lesquels on peut travailler, parce que David, mais également d'autres chefs d'entreprise, sont effectivement généralement, sont sur plusieurs métiers de la cyber. Il y a les métiers donc autour de la gouvernance, de la conformité, on en a parlé. Il y a des métiers plus techniques autour du pentest, du hacking éthique, de l'OSINT, la recherche d'informations de sources ouvertes, de développeurs cybersécurité, de ce qu'on appelle le DevSecOps, de développeurs sécurisés des opérations. Il y a tous les métiers autour de l'animation et la supervision de centres de sécurité, de SOC, dont on a parlé également tout à l'heure. Et enfin, les métiers autour de l'enquête. Tous ces métiers-là, on s'en occupe. Ce sont des parcours de formation dédiés au sein de notre école. Et ce sont bien sûr, pour beaucoup d'entreprises, des enjeux à traiter au quotidien. Donc... Un petit mot sur les projets ou sur un conseil tout simplement à donner aux jeunes qui le regardent. Les conseils, c'est qu'il faut, je dis toujours aux étudiants qui travaillent, il faut qu'ils aient envie de se lever le matin pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que si ils vont dans la cybersécurité, c'est parce qu'ils ont envie d'aller sur ces sujets-là. Et en fait, nous, tous les étudiants qu'on a chez nous, c'est des passionnés et en fait ils aiment ce qu'ils font et on l'a vu avec Pierre, on l'a vu avec Lilou tout à l'heure, c'est des passionnés, ils aiment ce qu'ils font, donc en fait ils n'ont pas de limite parce que voilà, ils ont envie de découvrir. On est sur des métiers
perpétuelle évolution, c'est passionnant, on peut se diversifier de 10 000 manières différentes, on peut prendre 25 spécialisations, enfin voilà, et donc il y a un choix énorme. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir un peu, au cours des différents projets que moi j'ai suivis chez Guardia, c'est qu'en fait, ils touchent un peu à tout, et puis ensuite, ils peuvent se faire une idée, surtout très opérationnelle, de ce qui se passe. Et ensuite, ils peuvent se faire un choix, et après, ce choix, en fait, il va différer selon les étudiants. Il y en a qui ont des appétences plus pour la techno, il y en a qui ont de l'appétence plus pour la conformité, d'autres pour du pentest, et puis chacun se fait sa vision aussi de la cybersécurité. Et toute la problématique, en fait, c'est d'arriver à joindre tout ça, et le fait de toucher à tout, c'est intéressant parce que là, ils sont au concret, ils sont dans la vie réelle, et puis ils peuvent se projeter. Et se projeter, c'est généralement ce qui est très difficile. À partir du moment où ils peuvent se projeter, ils auront envie de faire et ils avanceront. Vous faites la transition toute trouvée. Parce que comment choisir la bonne orientation, comment s'y retrouver dans la myriade des formations qui existent, c'est notre séquence Point de vue. On y répond tout de suite. Avec vous, Ferrugia Cassi, responsable développement des services au public au CIDJ. Vous aidez les jeunes à y voir plus clair. C'est la mission du réseau Information Jeune. C'est ça, donc le réseau Information Jeunesse, c'est un label d'État, donc des structures, 1100 sur l'ensemble du territoire. Nous avons 2 principales missions, donc une première à destination des jeunes. On parle beaucoup d'orientation, d'insertion, de construire son projet, mais pas que. Et une deuxième qui ne va pas trop nous intéresser aujourd'hui, mais d'outiller un réseau de professionnels. En tout cas, là, c'est les aider à faire ce grand saut quand ils sont étudiants vers les études supérieures. Quand ils sont lycéens, c'est ça, prendre le statut d'étudiant. Il l'évoquait très bien Parcoursup. Donc nous, généralement, on reçoit les jeunes au moment de ces échéances. Je dois choisir un lycée, je dois remplir Parcoursup. Ça, c'est un facteur d'angoisse. C'est un facteur d'angoisse, et pas que pour les jeunes d'ailleurs, puisqu'on a aussi les parents qui sont... pour les parents derrière. Beaucoup les parents. Et donc nous, notre quotidien, c'est justement d'accompagner les jeunes dans ces choix. Donc nous les accueillons, nous les informons, nous les conseillons en 3 temps. C'est-à-dire que généralement, ils viennent nous voir, je ne sais pas, on m'a dit de venir, je dois remplir Parcoursup. Donc qu'on décrypte ce qu'il y a derrière. Il y a un deuxième temps qui est souvent un petit peu squeezé par les jeunes, qui est le temps de l'exploration. Et souvent, on parle aujourd'hui de la cybersécurité, mais ils ont un regard très audiovisuel finalement des métiers et des filières. Ils ne se sont pas trop informés. Donc ils arrivent, on sait qu'au lendemain d'une émission ou d'une série télé à la mode, on va avoir 2-3 jeunes qui vont s'imaginer demain un super expert en cybersécurité. Là, vous allez en avoir en cybersécurité. Là. C'est sûr, c'est sûr. Et donc justement, nous, notre rôle, c'est de les accompagner pour un petit peu décrypter ce qu'ils mettent derrière les filières. Alors comment on peut faire une bonne exploration? Ça, c'est important. Alors comment nous, est-ce qu'on les accompagne? Donc je disais tout à l'heure que le CIDJ et le réseau Information Jeunesse, donc outillé. Donc on a un certain nombre de documents et de sites internet sur lesquels les jeunes peuvent se documenter sur les filières. On leur met à disposition des données chiffrées. Quel recrutement, dans quelle région, quel type de profil, quelle filière et quels sont les métiers derrière. Donc ça, c'est une première chose. Et en entretien, on apprend aussi, on les accompagne à décrypter pour eux quelle serait la meilleure formation en fonction du programme, de la durée, du lieu et de ce qu'ils souhaitent en faire derrière. Et là, il y a quand même une différence dans votre méthodologie entre ceux qui ont déjà une petite idée et puis ceux qui n'ont pas d'idée du tout. Ça arrive. Ils arrivent, je ne sais pas quoi faire, on m'a dit de venir. Donc c'est vrai que avec ça, on ne fait pas grand-chose. Je disais qu'on avait développé donc, cet accueil en 3 temps. Donc sur le temps de l'exploration, pour ceux qui ont quelques idées, donc il y a déjà matière à pouvoir aller fouiller. Pour ceux qui n'en ont pas, on va utiliser un test d'orientation, alors qui ne va pas décider pour eux de ce qu'ils vont pouvoir faire. Ça nous sert surtout de médiation pour pouvoir ensuite échanger. Ça permet d'avoir une première ficelle à tirer pour pouvoir justement accompagner l'exploration. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous travaillez avec les établissements. Tout à fait. On l'évoquait tout à l'heure, quand ils sont venus vous chercher un peu, Guardia, vous les avez rencontrés, c'est allé très vite. On a tendance à organiser des forums. On invite des écoles, des entreprises, un même lieu, une même journée, dans un même espace. Ça permet aussi d'accélérer l'exploration. Et donc les jeunes, on leur met à disposition un plateau avec ces entreprises et ils peuvent plus facilement aller vers... Mais entre les entreprises, enfin les écoles publiques, les écoles privées, on a un peu de mal à s'y retrouver. Les diplômes qui sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur, d'autres par le ministère du Travail, les titres RNCP, les diplômes d'école, est-ce que vous les informez aussi sur la qualité des formations? Alors, en tout cas, le parti pris de l'information jeunesse, c'est de les informer sur la diversité des opportunités. Donc, bien évidemment, on fait attention à tout ce qui va être certification, et c'est important. Je le disais aussi, c'est que c'est aussi important de trouver le parcours
parcours qui va leur correspondre. Donc dans la durée, dans la formation, dans l'accès, et bien évidemment la certification, nous pouvons les guider sur ce qu'on met derrière SCT, ce qu'on met derrière RNCP, ce qu'on met derrière un diplôme d'État, une labellisation, etc. Et vous intervenez aussi pour ceux qui voudraient se réorienter. Le CIDJ et l'information jeunesse, c'est l'orientation tout au long de la vie. Donc on parle beaucoup à des scolaires, mais pas que, puisque aujourd'hui on parle d'un jeune qui va avoir peut-être 2, 3 métiers dans sa vie. On parle aussi beaucoup de réorientation ou de changement de parcours. On a aussi pas mal de jeunes qui, après un premier parcours, se disent je ne m'y retrouve pas, donc je voudrais un métier qui ait un peu plus de sens. Et en ce moment-là, on parle de réorientation. Par le jeu des passerelles, il y a quand même pas mal de possibilités aujourd'hui. Vous recevez très rapidement des jeunes en réorientation, c'est qui postulent à l'école? Alors, ce sont parfois des réorientations. Effectivement, on accepte encore quelques personnes en admission parallèle, en 3e ou 4e année. C'est quand même plus limité que les étudiants qui postulent en candidate en première année. Après, ce ne sont pas vraiment des complètes réorientations. C'est un premier parcours scolaire, académique qui a été réalisé, et qui n'est pas forcément abouti ou qui les intéressait plus forcément, et qui se sont dit non, finalement, je vais aller dans la cyber directement ou plus vite, et donc ils vont se réorienter chez nous. Ils ont quand même déjà une première formation sur des sujets assimilés. Ce qui est important aussi, c'est que vous accompagnez les jeunes au-delà du cadre des études, Ferrugia. C'est ça, donc c'est la première demande. Hein, qu'est-ce que je pourrais faire demain, après mon bac, après ma licence, après mon master. On a également tout le volet l'insertion, la recherche de mon premier stage, de mon premier job, de mon premier emploi. Également tout ce qui va être un petit peu périphérique à ces questions, les questions de mobilité internationale, mais également de logement. On évoquait tout à l'heure des jeunes qui étaient scolarisés à Paris, qui atterrissent à Lille après la terminale. Donc on est aussi sur cet accompagnement. On est vraiment en mode 360. Alors, question très pratique, on vous trouve comment ? Très simplement, sur le site internet www.cidj.com. Vous avez déjà pas mal d'informations. C'est aussi possible de nous solliciter directement en ligne. Je disais 1100 structures sur l'ensemble du territoire. Il y a forcément une structure information jeunesse à côté de chez vous. Merci beaucoup, Ferrugia. Merci à vous tous pour vos témoignages, pour vos expertises. Merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que cette émission vous aura éclairé sur les métiers de la cybersécurité. Vous nous retrouvez bien sûr sur Demain TV et MCE, ma chaîne étudiante, les réseaux sociaux, bien sûr, et puis notre chaîne YouTube, Job Talk TV. À très vite.